Marthe Kwala, vêtue d'or au championnat d'Afrique d'athlétisme, les étalons qui se rapprochent de plus en plus de la CAN 2023 en l'emportant donc mardi dernier donc à Johannesburg face au Chilangu Chemnikati. Les étalons donc comptent 6 points et sont bien partis pour se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Monsieur, dames, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sport 3, l'émission au cœur de l'actualité sportive sur le groupe WattFM TV pour les parties débrief, les parties analyse, un plateau de choix concocté pour vous faire plaisir, pour vous satisfaire, comme tous les lundis et vendredis. Ibé et Cabré. Ibé, bonsoir. Bonsoir à vous, William. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, et de l'autre côté, le tandem donc de choc Ibrahim Dianda et Issaka Ilboudou. Bonsoir, bonsoir Dianda. Bonsoir à vous, M. Sonda. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à vous. J'ai presque envie de dire qu'on reçoit la visite d'un chèque ou d'un prince. Je ne sais venu d'où. Bah, c'est juste une façon de changer de style. Comme l'homme à la cravate n'est pas là, bon, on se permet un peu de rentrer dans d'autres designs, un peu, juste pour changer un peu la donne. Un style vestimentaire coupé de l'autre côté par la veste toute en soie d'Issaka Ilboudou. Issaka, bonsoir. Bonsoir John William. Bonsoir à tous les téléspectateurs et puis très heureux d'être à côté de ce prince. Voilà, on saura en cours d'émission d'où il est le prince. Mais en attendant, sachez que Marthe Kwala donc rentrera du championnat d'Afrique d'athlétisme avec la médaille d'or du saut en longueur. La tête burkinabé, on peut le voir sur ces images donc avec un saut à 6 mètres 42 à dominer donc tous ses adversaires. C'est une médaille qui vient donc couronner la saison et le travail donc de Marthe Kwala. Il faut rappeler que Marthe Kwala engagé également dans l'heptathlon a fini donc par se consacrer aux 110 mètres et au saut en longueur. Au saut en longueur, justement, elle a remporté ce jour même la médaille d'or au championnat d'Afrique d'athlétisme qui se déroule en île Maurice. Le Burkina qui pourra peut-être, on va dire, ajouter d'autres médailles à la récolte, puisque bienvenue donc Savadogo sera en course également dimanche pour le 400 mètres et en attendant l'entrée en matière du médaillé olympique Hugues Fabrice Zango. En attendant, on écoute Marthe Kwala qui s'exprime donc sur cette médaille et donne des explications quant à sa décision de se consacrer dorénavant au saut en longueur et au 110 mètres. Je suis très satisfaite au vu des résultats d'hier. J'étais un peu déçue au 100 mètres haies. Donc là, je suis très contente. À venir, vu que j'ai commencé un peu tard la saison cette année, donc je vais encore travailler pour mieux préparer les championnats du monde qui est prévu en juillet. Il y a de cela plusieurs années, j'avais décidé de faire l'heptathlon et par la suite me spécialiser sur une ou deux épreuves. Donc avec la fédération, on s'est dit que c'est le moment de se spécialiser au 100 mètres haies et au saut en longueur où j'ai beaucoup plus de chances de décrocher une médaille. Voilà, Marthe Kwala, il faut préciser, ce n'est pas le 110 mètres haies, le 110 mètres haies c'est pour les hommes, chez les dames c'est bien le 100 mètres haies. Marthe Kwala, donc médaille d'or à ce championnat d'Afrique au saut en longueur. IB, c'est une grande consécration pour certains athlètes, toujours parmi donc les favorites en ce qui concerne l'heptathlon, depuis qu'elle a décidé de se consacrer à une ou deux disciplines, déjà lors au saut en longueur. Est-ce qu'on peut dire que le Burkina tient peut-être la future vedette africaine du saut en longueur? Oui, absolument. Et surtout qu'elle décide justement de ne pas disperser ses forces et de se concentrer sur ces deux épreuves. Déjà que ça lui rapporte de l'or, on peut se rendre compte, se rendre à l'évidence que c'est la meilleure option qui s'y est. Parce que là, après deux sorties, justement, donc c'est l'or qui nous sourit. On était quand même effectivement un peu déçus par rapport à sa performance d'hier. Et là, aujourd'hui, tous ses efforts ont été récompensés. On va lui dire félicitations. Alors, Issaka Ilboudou, Marthe Kwala, on espérait l'avoir depuis longtemps avec ce métal. C'est cette année qu'elle réussit donc à Gladinor. On peut se dire que malgré toutes les attentes qu'elle a suscitées, elle arrive quand même présente au rendez-vous. Ouais, vous savez qu'il y a un adage qui dit tout vient à point, à qui sait attendre. Voilà, vous avez dit qu'on l'a espéré pendant longtemps, mais ce n'était pas le moment. Quand le moment est arrivé, la médaille brillante est tombée. Ça veut dire que cette dame rentre quand même dans un cercle très restreint de ceux qui ont déjà pu inscrire leur nom en lettres d'or dans cette discipline. Et elle fait honneur au Burkina.
Il faut rappeler que ce n'est pas la première médaille d'or du Burkina au championnat d'Afrique d'athlétisme. Déjà avec Hugues Fabrice Zango, on n'a plus besoin d'ajouter. Au niveau des dames Au niveau des dames, je ne sais pas. Oui, mais au niveau des dames, c'est la première médaille d'or. Je pense bien, si je ne m'abuse, je ne sais pas, mais je pense bien que c'est au niveau des dames, c'est la toute première. Ah ben donc il faut féliciter Marc Kwala. Et puis il y a Olivier Sanou et Idrissa Sanou qui avait été donc médaillé d'or au championnat d'Afrique en 2013. Idrissa Sanou c'était au 100 mètres et puis Olivier Sanou c'était au saut en hauteur. L'athlétisme burkinabé, tant bien que mal, se porte bien. Hein? Oui, bon an, mal an. On ne parle pas trop de notre athlétisme, mais en réalité, on met focus beaucoup sur certains pays comme les pays de l'Afrique de l'Est, du Nord et autres. Mais même les pays anglophones, le Nigeria et autres. Voilà, c'est des pays qui sont beaucoup rompus à la tâche d'athlétisme. Mais nous, bon an, mal an, on avance de façon cachée. Et ce soir, elle permet encore de mettre... vraiment faire flotter le drapeau du Burkina, je pense que c'est une très bonne chose. Et cette dame, comme l'a dit Ibé, elle a su canaliser, elle a dit à un moment donné, il faut que je me canalise, ne pas faire une déperdition de force, se concentrer sur ce que je sais faire le mieux. Et généralement, les athlètes les mieux, pour les grands athlètes, c'est cette façon-là qu'il faut travailler. Il ne faut pas se perdre en conjecture, choisir où tu peux, tu maximises et tu sors avec des trophées. C'est ce qui est fait pour ne pas sortir des trophées, mais avec des médailles. Alors, Ibrahim Djanda, Marc Kwala qui abandonne l'heptathlon pour se consacrer aux 100 mètres haies et au saut en longueur. On se pose la question, pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas fait depuis longtemps? Pourquoi est-ce qu'elle le fait maintenant? Je crois que c'est la question que tout le monde se pose parce que je me rappelle bien qu'en 2017, pendant donc, les Jeux de la francophonie à Abidjan, la question était devenue beaucoup, c'était demandé pourquoi est-ce qu'elle disperse ce plan, parce que je me rappelle que ce jour, elle devait compétir pour le saut en longueur, le lendemain l'heptathlon. En fait, finalement, elle était dispersée donc dans plusieurs disciplines et ça ne favorisait vraiment pas du tout, surtout qu'au niveau de l'heptathlon, c'était donc une discipline qui fait un peu, je dirais, qui fait un peu bizarre parce qu'à un certain moment, il y a des risques de blessures facilement donc, qui pouvaient donc survenir. Oui, lorsque vous accumulez la fatigue. Oui, et autres. Donc à un certain moment, il avait été demandé bien sûr à l'athlète de se concentrer beaucoup plus donc, sur certaines disciplines pour pouvoir être mieux récolter les fruits. Chose qui est faite maintenant. Je pense que pour rejoindre les autres, c'est de féliciter un peu l'athlète, féliciter un peu tous les acteurs. Mais quand il parle de l'athlétisme burkinabé qui avance bon à mal an, je dis oui, mais quand on voit l'athlétisme burkinabé à un haut niveau, moi d'abord la première des choses, c'est de féliciter l'athlète. Parce que tous ceux qui ont pu grandir, les noms que vous avez cités, c'est dû à leur engagement personnel. Si nous allons revenir un peu en termes de moyens, en termes d'encadrement qui est fait ici au Burkina Faso, surtout en termes d'infrastructure, en termes d'encadrement, je dirais qu'on va se limiter peut-être aux cadets, aux juniors. Ils s'entraînent où justement ces athlètes-là? Voilà, peut-être elle est carrément, elle est expatriée, elle est Fabrice Zango, même chose. Enfin, et on a vu Bienvenue en temps qui était allé en stage à l'extérieur. Donc c'est pour dire qu'en termes d'athlétisme, c'est pas qu'il n'y a pas de la matière, il y a de la matière au niveau de la base. On a vu un peu avec le SUBF à l'époque où il y a eu beaucoup de jeunes donc, qui sont montés donc, en puissance. Malheureusement, il n'y a pas donc ce sujet parce qu'il y a un problème d'infrastructure. Donc quand un athlète arrive donc à se démarquer, arrive donc à flotter haut le drapeau du Burkina, c'est d'abord des félicitations à cet athlète-là de n'avoir pas abandonné, parce que je rappelle quand il parlait un peu de sa façon de travailler. À un certain moment, si vous vous attendez à un soutien, vous risquez d'abandonner. Donc chapeau à eux. Non, mais William, si tu permets, je veux juste ajouter quelque chose pour dire que en fait ce qu'il est en train de dire n'est pas rédhibitoire, c'est la réalité, mais ça fait partie quand même de l'ADN de l'athlétisme au niveau africain, surtout au niveau de l'Afrique francophone. Quand vous regardez même certains pays dont on parle qui sont avancés, quand vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, vous allez citer 2-3 noms, vous vous rendez compte qu'ils ont essayé de germer en Côte d'Ivoire et après ils ont complètement été expatriés. Ils ont été tous expatriés. Parce que les conditions ne sont pas réunies. Quand vous prenez depuis les années 80 avec Gabriel Tiako et autres qui étaient étudiants à l'université aux États-Unis, c'est des études en même temps profiter des infrastructures des Américains qui ont fait que la Côte d'Ivoire a eu sa toute première médaille d'or en athlétisme. Ça a mis la Côte d'Ivoire sur le toit de l'Afrique, mais c'était un garçon qui n'avait jamais été préparé en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour dire que le problème récurrent, c'est le problème des infrastructures. Ce n'est pas le football. On n'investit pas trop dans l'athlétisme et les sports dits mineurs. Or, l'athlétisme a besoin des infrastructures et des conditions de travail. Malheureusement, nous ne les avons pas. Et les athlètes sont obligés de s'expatrier. Maintenant, quand ils remportent des trophées ou des médailles, évidemment, ça va rejaillir sur le pays et sur tout le monde. Alors justement, le Burkina qui pourrait ne pas se contenter de cette seule médaille, puisque Hugues Fabrice Zango, qui, mine de rien, n'a plus quasiment, on va dire, une grande concurrence sur le continent. Et puis, à Bienvenue Savarogo, dimanche sur le 400 mètres. Alors, on peut déjà commencer à cocher 3 médailles dans la casse burkinabé.
Non, il ne faut pas cocher des médailles, du moins vendre la tête du loup avant de l'avoir. Oui, mais au moins quand on sait où trouver le loup, on peut commencer à vendre sa tête. Hein? Oui, mais vous pouvez aller trouver que le loup n'existe plus. Là. Ouais, bon. Oui, il s'est déplacé. Cela dit, je pense qu'il faut aussi rester modeste, je pense, à un moment donné, parce que même Fabrice Zongo, lors des Jeux mondiaux, en son temps, on avait espéré, ou du moins on avait cru donc qu'il allait écraser la concurrence, sauf que les résultats final nous a donné tort, puisque certes on a eu notre première médaille olympique, mais on espérait quand même mieux, hein, on espérait mieux. Donc c'est pour faire le parallèle avec ce qui vient, pour dire que surtout qu'entre-temps Hugues Fabrice Zongo, donc sur qui nous misons beaucoup nos espoirs, a eu une blessure, il est resté un peu longtemps sans compétir. Donc du coup, quand on revient de blessures comme ça, et vous voyez le triple saut, c'est quand même une épreuve assez rude et qui demande qu'on ait les nerfs et les nerfs solides. On attend de voir ce que son retour va donc nous donner, mais déjà il ne faut pas applaudir par rapport à la médaille parce que les autres aussi ne dorment pas. Les autres aussi ne dorment pas, ils se comportent exactement comme ce que les étalons donc ont fait mardi dernier à Johannesburg au FNB Stadium face donc à l'Eswatini en deuxième journée des éliminatoires de la CAN Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023 en déplacement en terre sud-africaine pour donc y croiser leur adversaire. Les étalons ont tout simplement fait le boulot. Score final 3-1, une victoire qui permet aux 11 Burkinabés d'occuper la première place au classement, la première place du groupe B. Retour donc sur un petit résumé de cette rencontre entre donc l'Eswatini et le Burkina Faso. Suprématie confirmée pour les étalons dans le groupe B des éliminatoires de la CAN 2023. Face au Silangu Semnikati de l'Eswatini, les étalons ont tout simplement fait parler leur expérience. La première partie est à tout point de vue équilibrée avec des étalons qui se heurtent au bloc bas des Silangu Semnikati. Après 45 minutes sans occasion franche, les deux formations se quittent dos à dos pour la période d'oxygénation. En seconde partie, les Eswatinais montent d'un cran, bousculent les étalons qui finissent par craquer. Surpris dans le dos par un long ballon, Issoufou Dayo et Edmond Tapsoba voient une Dizinza tromper Kylian Nikema pour l'ouverture du score à la 64e minute. Un but qui vient couronner la belle période de domination du Silangu Semnikati qui pense même faire le ménage dans le camp burkinabé. Loin d'être abattus, les étalons reprennent progressivement du poil de la bête et ne mettent que 5 petites minutes pour faire la jonction. Dango Ouattara, au terme d'un bel enchaînement, remet les deux équipes à égalité à la 69e minute. Comme un coup de massue sur la tête, le Silangu Semnikati ne se retrouve plus face à la maîtrise des étalons. À l'affût, Dango Ouattara montre qu'il n'est plus le tout petit de la CAN. Il a grandi et n'hésite pas à prendre ses responsabilités. Bien lancé par Blati Touré, le Société de Lorient s'en va tromper pour la deuxième fois le portier eswatinien. D'un intérieur du gauche bien ajusté, Dango signe son troisième but dans les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les étalons sont définitivement relancés et Cédric Badolo en profite pour se signaler. Le temps de servir Aziz Stefanki sur une merveille de passe pour la balle du 3-1. Synonyme de victoire pour les étalons face au Silangu Semnikati. Une victoire qui permet aux hommes d'Hubert Velut absents pour raison de Covid de conforter leur première place dans le groupe B. Avec 2 victoires en autant de rencontres, le Burkina Faso se met dans de belles dispositions pour assurer au plus vite sa qualification à la prochaine CAN. Voilà les étalons qui l'emportent à Johannesburg face donc au Silangu Semnikati 3-1, une victoire qui permet aux hommes d'Hubert Velut de se rapprocher de plus en plus de la capitale ivoirienne, n'est-ce pas Ibé? Oui, c'est vrai, on sait que le chemin, à un moment donné, on a douté au regard de ce qu'on a pu connaître dans notre fédération. Mais on était impatient de voir comment est-ce que les étalons allaient aborder cette double confrontation d'entrée de jeu. On voit que c'est du 100%. Bravo à Hubert Velut, bravo à Firmin Sanou, bravo aux garçons donc, qui ont mouillé le maillot. Maintenant, il nous reste peut-être une victoire pour que mathématiquement le compte soit bon. Disons 4 points. Voilà, 4 points au grand maximum pour que le chemin puisse s'éclaircir pour Abidjan 2023, mais on voit qu'on n'est pas si loin. Effectivement, quand on regarde donc les résistants qui nous ont été opposés, on se dit quand même que les étalons ont les moyens
pour le reste donc de cette campagne, de s'en sortir et de se présenter habillé en tout cas comme un candidat pour la Coupe d'Afrique. Alors Issa Kelboudo, il serait donc difficile de parler de ce match sans parler de la performance de Dango Ouattara. À lui seul, l'attaquant donc de Lorient a su montrer la voie aux étalons. Oui, avant de parler de ce garçon, me permet que je dise quand même un petit truc. J'ai croisé un petit mot. J'ai croisé un monsieur après le match. Comme nous avons le privilège, la chance d'être avec toi le week-end pour partager un peu de foot. Il me dit que ce garçon, ce jeune Dango, il vient d'où? Ça m'a fait comprendre qu'en réalité, les gens doivent comprendre qu'au Burkina, il y a des très grands formateurs. Je l'ai dit simplement, ce garçon, il vient du Majestic. Attention, Issaka, il vient de l'AFP. Ouais, l'AFP. Formé par Ouattara, Ziomaru, Eric et Herman Yamou. L'AFP. L'Académie Foot Plus. Il dit en bon. Il dit non, il dit c'est des jeunes garçons, quand vous les prenez, comprenez que ça vous interpelle. Il faut que vous venez dans les stades. Parce que ces garçons, vous allez les découvrir dans les années à venir. Que ce soit Issa Kabore, que ce soit Dango, que ce soit Cédric Badolo, que ce soit Gustavo, ce sont des purs produits de la formation du Burkina, Edmond Tapsoba. Autrement dit, nous faisons du bon boulot. Il faut que vous veniez essayer de voir. N'attendez pas de découvrir seulement les garçons pendant les compétitions et puis vous êtes ahuri, étonné. Donc ça c'était une parenthèse. Maintenant, alors, pour répondre à ta question, tu me disais que... Dango, quelle performance? Oui, Dango, la performance de Dango, elle est XL. Elle est XXL. Parce que depuis... tu pourrais m'ajouter un quatrième si tu veux, un quatrième. Parce que rappelez-vous, John William, vous avez mis les belles choses. Rappelez-vous à la Coupe d'Afrique des Nations, son but qui marque contre la Tunisie. Ça a été d'abord un chef-d'œuvre qui donnait déjà des prémices de la qualité et de l'intelligence de ces garçons. Ce geste qu'il fait face à Johannesburg, si Messi ou Neymar fait ce geste, ça va faire le tour du monde pendant au moins 2 mois. Parce que le contrôle, regardez le contrôle porte-manteau qui envoie le défenseur... Contrôle? Le contrôle porte-manteau. Moi, avec Issaka, on apprend toujours quelque chose. C'est un contrôle porte-manteau. Ça veut dire que le contrôle, il est... Voilà, on va voir le contrôle porte-manteau. Il a l'écran. Voilà. C'est ça le contrôle porte-manteau. Merci Issaka. Merci. Donc, il fait un contrôle porte-manteau qui envoie paître le défenseur eswatinien dans les prairies sud-africaines parce qu'il est complètement perdu. Et du pied gauche de l'intérieur, il envoie le ballon dans les filets. C'est un geste venu de nulle part. Et moi, je dis, ce garçon, il est bien parti et il n'est pas seul. Vous avez vu Cédric Badolo, double contact, il remet le ballon. Aziz Ki, lui, il était déjà habitué à enfiler les buts de cette façon à la SEC d'Abidjan, donc ce n'était pas étonnant. C'est pour dire que la rédemption et la mutation de cette équipe avec Velude est en train de se mettre en marche. Merci pour cette analyse bongalistiquement pertinente. Merci pour préciser. Voilà. Alors, justement, on a gagné, c'est vrai, on s'est fait plaisir, c'est vrai, mais on a quand même eu des moments d'effrayeur avec la charnière centrale des étalons. D'habitude, si calme, si sereine, Edmond Dayo, mardi dernier, ça nous a quand même fait on va dire douter à certains moments, n'est-ce pas, Ibrahim Djanda? Bien sûr, parce que ça nous a fait quand même douter. Moi, je me dis que peut-être que c'est à un certain moment, il y avait un problème de concentration parce qu'ils étaient un peu agacés à un certain moment. Parce que la rame de relance, on sait, les étalons, ça part de la défense, ça essaie de construire pour monter. Mais au niveau du milieu, il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas de solution, surtout dans la première période où on a tenté de tous les côtés, ça n'a pas marché. La transition était tellement très lente que l'adversaire arrivait donc à suivre. Et en début de seconde période, où le danger est venu, l'adversaire a compris que le Burkina était trop attentiste. Donc ils ont décidé donc d'attaquer, de sortir, les presser beaucoup plus haut. Et à partir de là, on a compris que comme les latéraux montaient beaucoup et que le milieu ne fermait pas assez le trou, les deux se sont à un certain moment loupés. Ils ont même fait un télescopage donc qui a failli donc blesser donc Dayo. Et sur ce but, vous voyez donc en deux passes, le gardien qui donne au latéral, qui centre. Et voilà, donc en 3 touches, le troisième touche, c'est le but. Donc c'est pour dire que ils ont fait une lecture quand même du jeu de Burkina. Ils sont arrivés donc à surprendre un peu cette défense là. Le gardien également qui a été surpris, tous les trois donc ont été surpris donc de ce but. Donc cette n'eût été vraiment le chef-d'œuvre. Donc Issaka faisait tout de suite le contrôle porte-manteau et l'enchaînement. Je dis bien l'enchaînement qui a suivi. Qui fait perdre. Hein. Oui, qui a fait perdre le. Mais certainement le contrôle était bon. Oui. Le contrôle était bon, mais c'était un enchaînement parce qu'il a fait un contrôle où il a bouffé le défenseur en griffe. Oui. Mais il s'est retrouvé à je vous assure qu'il y a des joueurs dans ce même groupe là. Oui. Même si on faisait le contrôle des données là, il allait rater.
Ah oui? On a vu des occasions, même face au Cap-Vert, où des gens face au gardien, et ils ont allé mettre le décor. Voilà. Donc c'est dit dès qu'il prend le gardien là, il ne sait pas où il va tirer. Et comme s'il était à l'entraînement, il a pris le pied, il a fait ça comme ça, puis il a déposé, puis il est reparti. Alors ça sans chercher même à célébrer un truc comme ça. Juste ça veut dire que le coefficient d'intelligence des joueurs varie d'un joueur à un autre. Alors, mais on ne va quand même pas aller parler d'affaires d'intelligence. Non, je veux dire l'intelligence de jeu. Je suis d'accord avec toi. Les joueurs ne sont pas les mêmes qualités en termes de technicité, je veux dire. On va plutôt parler de la réaction. La réaction, de la rapidité dans la réaction. Oui, mais souvent on vous dit l'intelligence de jeu. Ça dit que ce n'est pas une insulte, mais la capacité d'appréhension et d'analyse et de l'attaque varie d'un joueur à un autre. Alors, pour ajouter, comme le disait un formateur, la base du football, c'est le contrôle. Et quand le contrôle est réussi, c'est bon. Quand le contrôle est réussi, vous avez fait 90% du travail. C'est un geste d'attaquant. On a vu également Gustavo Sangaré avec, on va dire, un look à la Zorro pour Don Gustavo. Il y avait donc un masque, on suppose qu'il devait être souffrant. Alors, au milieu, on a quand même eu quelques difficultés dans les 10 premières minutes de la première période, les 10 premières minutes de la seconde période. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Je crois que à un moment donné, il faut mettre le milieu en concurrence. Et Dieu merci, on a des garçons comme Stéphane Azizki, pas Abdoul Bandao, Azizki qui a monté tous les talents de son talent sur ce but, mais également Cédric Badolo qui a été très remuant. On a vu aussi l'entrée de Oussini Bouda. Donc techniquement, c'est des garçons qui sont au-dessus de la moyenne. Et pour cette entrée manquée des étalons, j'ai eu l'impression que Gustavo Sangaré, qui devrait jouer le rôle de distributeur agréé, il a pris du temps avant donc de rentrer dans son match. Il s'est retrouvé, et surtout avec cette sublime passe qu'il a réussi. Mais j'ai envie de dire qu'on a besoin d'un milieu effectivement qui peut allier combativité et technique. Sauf que Gustavo, il est beaucoup plus technique, il est techniquement déconcertant. Mais au niveau donc de l'action physique, il y avait Abdoul Bandao également qui a donné de la réplique. Et quand vous avez une équipe solide et physique comme celle de Lesotini, à un moment donné, ça peut vous donner donc du fil à retordre. C'est ce qu'on a pu observer. Mais par rapport à ça, il y a quand même eu Abdoul Bandao, l'un des rares au milieu burkinabé, qui a le coffre, qui a donné de la réplique aux Eswatiniens. Oui, c'est vrai. Lui, il a été solide d'entrée de jeu. Il a, par son jeu de positionnement et surtout par son agressivité, et il a réussi donc à aider beaucoup, surtout la défense centrale, donc qui à un moment donné était un peu dans la rue. Lui, il a beaucoup aidé. Mais c'est dans la coordination entre les trois milieux. Blati, Touré, vous vous rendez compte, Blati lui-même, il a eu véritablement des difficultés il faut comprendre que Blati, sur la première balle d'Edmond, c'est dans l'abdomen que Blati reçoit le ballon. Cette action, on ne va pas l'oublier. On a même eu un peu peur pour lui quand même. Voilà, donc ça l'a diminué physiquement. Ça l'a diminué effectivement physiquement. Mais on va se dire qu'il faut mettre ce milieu-là en concurrence. Adama Guira va faire son retour. Il y a Abdoul Bandao donc, qui a fait un match correct. Maintenant, les places seront discutées à ce niveau avec l'entrée de Stéphane Adjiski et puis de Cédric Badolo. Il y a quand même des questionnements qui doivent se poser donc, dans la tête de l'entraîneur. On attendrait de voir comment est-ce qu'il va trouver la potion idoine magique pour pouvoir concocter un nouveau 11 de départ, parce qu'au regard de ce qu'on a vu, en tout cas, certaines places méritent quand même d'être mises dans les débats. Voilà. On va revenir, on va revenir parce que, bien entendu, à l'issue de ce match, à l'issue de cette victoire probante, donc les journalistes présents à Johannesburg n'ont pas hésité donc à assister à la conférence de presse d'après-match. Pour les étalons dans les éliminatoires de la CAN 2023. En 2 journées, la Banda Hubert Vulut occupe la première place du groupe B avec 6 points sur autant de possibles. Face au Chilango Semnikati, lors du match de la 2e journée, les étalons ont pourtant eu du mal à trouver le chemin de la victoire. Favoris de ce match, les étalons n'ont pas eu la tâche facile. Ça a été un match dans l'entame très difficile, donc on s'attendait à ça. Étant donné aussi qu'on a beaucoup souffert lors du voyage, le voyage a été long, donc il fallait mettre du temps pour pouvoir récupérer d'abord avant de penser au match. Les Swatini, c'est une équipe que nous, on ne connaissait pas très bien, mais c'est plus les Swatini d'avant.
Les États-Unis d'avant aussi, c'était il y a 10 ans. Je dirais qu'au départ, il n'y avait pas match. Mais au jour d'aujourd'hui, on a vu ce que les États-Unis sont capables de produire. Et ils sont allés faire un match nul au Togo 2 partout. C'est pas évident. Menés dès la 64e minute, les étalons exceptionnellement coachés par Firmin Sanou ont dû sortir le 2 de chauffe pour prendre le meilleur sur leur vis-à-vis. Une victoire arrachée à l'extérieur et qui symbolise la force de caractère de la formation burkinabé. On a été fort moralement, mentalement, on était bien, on a mis les 3 buts, voilà, c'est le résultat qui compte, les 3 points, et voilà, on a 13 points aujourd'hui, ça nous aide beaucoup à continuer notre chemin. Leader de son groupe, le Burkina Faso a plus que jamais son destin entre les mains. Avec 3 points d'avance sur son poursuivant immédiat, le Cap-Vert, le pays des hommes intègres ne veut pas se faire surprendre. Et il faudra rester concentré au moment d'entamer la seconde phase de ces éliminatoires en septembre prochain. On va jouer tous les matchs qui restent, on va les jouer à fond. Même si il nous faut toutes les victoires, on va le faire. Et voilà, on est des compétiteurs, on va le faire. Et voilà, on est concentré toujours dans la course. Et je pense qu'il n'y a pas de relâchement, même si on a 6 points en septembre, on va venir avec plus de force pour pouvoir gagner les autres matchs. Le mental, le talent et surtout la complémentarité entre certains joueurs. Les étalons ont déballé en seconde période à Johannesburg. Signe de ce constat, le lien entre Dango Ouattara et Gustavo Sangaré. À l'entraînement, on l'a fait souvent avec Gustavo. Dès qu'il a la balle, il réussit à se retourner, se démarquer, à moi de faire des appels en profondeur. C'est ce que j'ai fait et il fait une très belle passe, donc c'était plus facile. Après 2 journées et compte tenu de la configuration actuelle du groupe, on peut dire que les étalons se rapprochent d'Abidjan. La suite des éliminatoires pourrait mieux se passer avec la perspective de les achever à domicile dans un stade du Katutop, certainement plein à craquer. Mais avant, il faudra surtout bien préparer la double confrontation en septembre face au Togo. Voilà, donc la suite des éliminatoires pour le Burkina, ce sera en septembre prochain. Double confrontation face aux éperviers du Togo, le Burkina, qui retrouvera également, bien entendu, son ancien sélectionneur Paulo Duarte. Mais on s'attarde quelque peu sur ce match face à l'Eswatini. On a parlé, bien entendu, de la défense centrale. J'aimerais aussi qu'on parle de ce jeune gardien, Kylian Nikima. Quelle impression il vous a laissé à l'issue donc de sa première titularisation en match officiel? Il n'a pas eu à intervenir beaucoup, et même sur le but, on dirait qu'il a eu une sortie tardive, mais moi je pense plutôt que l'accent a été rapidement mené et ça a tellement surpris plus de gens. Et vous voyez, ça sort d'une équipe eswatinienne, c'est comme ça. Eswatinienne, mais c'est une action quand même de grande classe qu'il faut saluer. En 3 passes, ils se sont retrouvés et même comment ils marquent le but, ça a surpris toute la défense et voire même tout le bloc défensif donc des étalons. Qui était aussi assez haut. Et surtout sur le contrôle. Il ne contrôle pas et il met le ballon piqué et ça part se loger donc dans les fonds des filets de Kylian Nink. Moi je dirais que sur le but, il n'a pas été responsable donc de cette action, mais c'est un but de grande classe qu'il faut saluer. C'est le mérite, beaucoup plus du mérite donc de l'adversaire. Pour le reste, il n'a pas eu à intervenir beaucoup. Peut-être qu'il faut attendre sur d'autres matchs avant donc de l'apprécier globalement. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'effectivement, c'est un gardien donc qui a quand même les réflexes d'école. Quand vous voyez, il monte en fonction donc du positionnement de l'équipe et ça déjà c'est des prémices d'un grand gardien. Voilà, est-ce qu'on peut dire après ce match que le débat sur la question du numéro 2 donc d'Hervé Kofi Kwaku est réglé après la titularisation de Kylian Nikima Isaka? Non, on peut pas d'ores et déjà dire que c'est déjà clos. C'est comme l'a dit Ibe, je suis entièrement d'accord. C'est son baptême de feu, c'est sa première titularisation dans une compétition de haut niveau, une titularisation qui est tributaire de l'absence de Kofi, parce que j'imagine que si Kofi était là, on ne prendrait pas forcément le risque de le titulariser, mais déjà il est titularisé, donc on ne peut pas déjà dire que dans ce match-là, il a été sublissime, donc comme quoi le numéro 2 c'est déjà non. Je pense qu'au niveau des gardiens de but, et la concurrence va toujours se faire sentir. Derrière, il y a Nourdine Baloura qui est là, il y a Baba Youre qui est là. Donc, pour moi, c'est déjà trop tôt.
il va falloir attendre un peu parce que dans ce match, effectivement, il fait quand même quelques parades. Moi, j'ai vu quelques séquences où il a fait une parade, mais dans ce but, j'ai peut-être un mot à dire. Je pense que là, la classe du joueur est à saluer. Mais je pense que le gardien est resté aussi trop derrière. Il aurait dû, parce que Dayo, la base défensive étant montée à un certain niveau, lui, il devait être aussi monter un peu beaucoup plus. Ça aurait peut-être permis de bien anticiper la transversale qui venait. Mais il est resté beaucoup plus derrière et le Swatinien a eu le temps de permettre au ballon de tomber et puis du point du pied. Ça a été un geste difficile, mais très bon. Mais pour me résumer, c'est pour dire qu'on ne peut pas déjà dire que le numéro 2, c'est forcément assuré parce qu'il n'a pas été mis dans des situations les plus rocambolesques pour que nous puissions l'apprécier dans sa valeur intrinsèque. Heureusement qu'on n'a pas eu de situation rocambolesque, heureusement. Parce qu'une situation rocambolesque, vous en conviendrez avec moi, ne permet pas, bien entendu, de juger du niveau d'un gardien. On a vu David Seaman commettre une bourde en finale de Coupe d'Europe, oui, bien sûr. 95, le lob de Naïm. On n'oubliera pas la mémoire de l'éléphant. Le contrôle manqué d'Ibrahim Diarra lors d'un Burkina Nigérien il y a quelques années, mais bon. Ça c'était en 97, ce contrôle manqué. Mais ce sont ces erreurs aussi qui vous donnent la carapace pour la carrière future. Ouais, mais je pense que le jour. Loris à la Coupe du Monde 2018. Et le jour Kylian doit vivre une situation rocambolesque, que ce soit dans son club ou non avec les étalons, monsieur. Oui, c'est ce qu'on peut le souhaiter. Au football, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, Ibrahim Dianda, tu as vu ce jeune garçon, on a réclamé sa titularisation. Venu de la titulariser, est-ce qu'on peut dire que Venu a eu raison? Moi, je pense qu'on a eu raison de le titulariser parce que là, il venait à chaque fois. C'est vrai qu'il avait eu la chance lors des matchs amicaux. Oui, mais là, il venait à chaque fois. On a testé tout le monde presque. On connaît un peu la valeur. On avait l'autre, comment ça, Farid, Babayoure et autres. Mais lui, on me dit, bon, finalement, c'est un jeune. Et si à chaque fois, il est dans la liste, mais pourquoi ne pas le permettre? Cette fois-ci, c'était l'occasion donc pour lui. Mais moi, ce que je retiens, c'est que malgré que le stade était vide, moi, je ne peux pas dire que c'est la pression, je ne le sentais vraiment pas du tout confiant. Même pour sortir. Pas totalement libéré. Voilà, pas libéré. Il n'y a pas de risque. Souvent, il y a des moments où on peut peut-être se saisir du ballon, mais il préfère boxer et puis repartir. Comme l'autre l'a dit, c'est des cas d'école et tout. Il est resté juste pour faire le strict minimum pour que, voilà. Moi, je ne le juge pas sur le but. Le but, ça, c'était carrément tout un naufrage collectif donc, du groupe. Je ne le juge pas sur le but. Mais quand même, dans ses sorties, même souvent, il y a eu un coup franc qu'on a concédé. La façon même de classer le mur, je voyais le défenseur crier sur lui. 2, c'est bon. 3, il est là, il hésite. Ça montre quand même qu'il a toujours, voilà, il a encore beaucoup à faire, il a encore beaucoup à apprendre. Souvent on voit l'action, le ballon est parti, on le voit sauter de toute façon. C'est comme si jusque là, c'est juste pour, il a un peu peur de prendre des risques, de faire certaines choses. Et puis bon, pourtant nous sommes à un niveau où il faut aussi s'affirmer. C'est ça également parce que quand on prend un peu, on voit un peu comment Kofi est arrivé. C'est arrivé dans presque les mêmes conditions. Il a profité peut-être d'une blessure donc du titulaire à l'époque, qui est l'actuel gardien bien sûr entraîneur des gardiens. Et quand il est arrivé, il a pris certains risques, il a fait certaines choses quand même qui ont séduit un peu le staff. Mais là, il est resté beaucoup plus attentif. Et face à des grands jours, c'est pas sûr que peut-être la pression, peut-être d'un match à Lomé par exemple, il pourra peut-être tenir la baraque. Alors, moi je pense plutôt qu'il le coach en le titularisant, il tourne résolument donc vers la relève. Parce que tout le monde s'attendait à voir Babayoure. Relève quand le gardien titulaire n'a que 25 ans, on parle déjà de... Ah mais attention, il se blesse trop. Il veut dire peut-être on parle à relève, mais c'est-à-dire qu'il se projette déjà dans le futur. Il se projette déjà dans le futur parce que Babayoure, quoi qu'on dise, c'est l'un des doyens de l'équipe. Il est trentenaire, donc il est pratiquement vers la sortie. C'est certainement pour ça, parce que beaucoup, il faut le dire, beaucoup attendaient que ce soit effectivement Babayoure donc qui allait suppléer l'absence de Hervé Kofi, mais à l'arrivée c'est Kylian. Peut-être qu'effectivement le staff a voulu voir à quoi peut ressembler un match de Kylian avec l'équipe nationale, surtout que l'adversaire s'appelle les Swatinien. On peut quand même se permettre donc ce risque-là. Et pour moi, ça permet donc de se projeter justement dans l'avenir.
Parce que si Kofi n'est pas là et que vous n'allez pas construire donc, avec des anciens, il va falloir donc utiliser ce que vous avez qui pourront effectivement dans 5 ans, 10 ans vous être très utiles. Je pense que c'est surtout ça qui a guidé le choix de la titularisation de Kylian. Alors, dernier moment d'analyse donc de ce match, c'est la prestation des deux latéraux, Guébré et surtout la mobilette Issa Kaboré. Issa, victime d'une grosse semelle eswatinienne à la 10e minute qui, malgré ses montées, on a pu le voir tout au long de ce match, n'a pas réussi ses centres. Est-ce que Issa ressent déjà de la fatigue? Non, vous savez, on est en fin de saison. Issa, c'est un garçon qui a beaucoup joué dans son club. Ailleurs, donc, on parle de blessures diplomatiques pour d'autres personnes, donc pour ne pas rejoindre leur sélection nationale respective, donc pour pouvoir profiter des vacances, parce qu'ils se sentent fatigués. Je crois que parmi l'effectif, Issa est l'un de ceux qui a beaucoup plus joué. Et je crois que c'est cette fatigue-là qui le rattrape. Et surtout jouer un match dans un intervalle de 3-4 jours, des matchs de haute intensité avec les enjeux que vous connaissez. Je crois que c'est certainement ça qui a fait qu'Issa a été un peu en dedans. Sinon, sur la valeur intrinsèque du joueur, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à discuter. Et cette équipe eswatinienne est aussi à analyser, il faut le dire, parce qu'à chaque fois, ils ont toujours bouché le couloir de Issa Kaboré, parce qu'on sait qu'on est très dangereux sur le côté de Issa Kaboré. Donc il a été agressé par moments, le couloir a tout le temps été fermé. Donc ça n'a pas permis aux garçons de s'affirmer et de confirmer tous les talents qu'on sait de lui. Alors, Abdoul Guébré, Djanda. Oui, Abdoul Guébré, moi je préfère l'analyser sur les deux matchs. Sur les deux matchs, moi je lui donne une bonne moyenne. Mais là, une bonne moyenne, ça dit que... Oui, une bonne moyenne, parce que là, quand vous regardez un peu la prestation... Non, si vous regardez la prestation des latéraux, oui. C'est comme il vient de le dire. L'équipe, surtout face à l'Eswatini, ils ont analysé le jeu du Burkina. Ils ont compris que nous sommes très dangereux donc, sur les côtés, surtout sur le côté droit. Donc dès que ça dépasse donc, la ligne médiane, c'est bouché. Forcément, il faut qu'il se retourne pour jouer avec Bandaogo, Blati, pour essayer de construire, faire des attaques placées. Et quand on revient encore, on veut passer par Issa, souvent on voit Edmond, à partir de donc, la défense centrale, qui passe par Issa. Et quand ça arrive dans le pied de Issa, c'est fermé. Voilà. Et j'ai comme l'impression également que. Tu as vraiment laissé Guébré pour revenir sur ça. Non, j'arrive. C'est un exemple que j'ai donné. Et quand vous partez donc du côté de Guébré, c'est la même chose. Lui, ce qu'on peut peut-être le reprocher, j'ai comme l'impression qu'avec Cyril Bayala, ça n'avance pas, ça ne passe pas comme il le veut. Souvent, ils essaient de doubler. Ils les donnent à Cyril pour essayer de doubler, passer. Cyril, bon, dans ses petites fantaisies, perd le ballon par moment. Et souvent, Cyril redonne, préfère y jouer avec les milieux Blati et autres, et le laisser un peu esseler. Et quand il perd le ballon, c'est peut-être une occasion donc, pour une attaque pour l'équipe adverse. Par moment, il a tenté également de faire certaines choses, mais je l'ai vu quand même faire au moins 2 bons centres donc face à l'Eswatini. Du pied droit, hein? Oui, du pied droit. Deux bons centres du pied droit. Ça montre également qu'il était on l'avait tellement fermé de l'autre côté qu'il était obligé de se retourner donc avec le pied droit pour le faire. Donc bon, on peut se dire que ça va par rapport à ce qu'on a vu. Parce que le problème du Burkina Faso en équipe nationale a toujours été un problème de latéraux. Non, visiblement on a réglé le problème. Non, mais c'est ça, je crois quand même qu'on a quand même des latéraux d'un niveau acceptable, parce qu'il y a eu des années, on se rappelle même une année où Paulo allait chercher un Camerounais entre griffes, Hervé Zengue, parce qu'on n'en avait pas. On a transformé des défenseurs, Paul Koulibaly, centraux donc pour être Panam-Tigri, pour être dans des latéraux. Même Steve Yago, on a transformé Steve Yago latéral, gauche, droite. Tantôt partout c'était comme ça. Alors, au moins on a cette fois-ci des latéraux de métier. Il faut donc les permettre encore plus de gagner donc de la puissance. Alors Issaka, si tu permets, on va écouter la réaction des supporters. On a suivi avec grand intérêt les 2 matchs contre le Cap-Vert. On s'est battu. Les joueurs ont mouillé le maillot. Effectivement, contre Swaziland aussi, c'était pareil. On a un bon groupe. Un groupe avec un nouveau entraîneur qui est en train de mettre sa patte en match. C'est bien, ils ont fait une bonne prestation. Et 2 bons matchs et beaucoup de leçons à retenir que on constate qu'on a une équipe qui s'est rajeunie et qui a plus de vivacité et beaucoup d'envie. Je peux dire que c'est 2 grands matchs des étalons qu'on a vus depuis belle lurette. Et c'est ce qu'on voulait depuis longtemps des étalons. Et on a vu un groupe rajeuni,
un nouveau entraîneur qui vient et je salue le travail qui est en train de se mener au niveau du staff technique. Ils ne ménagent aucun effort pour que ça soit une équipe qu'on espère tous des étalons. Ils ont mouillé le maillot. Ils ont mouillé le maillot pendant les 2 matchs. Voilà. Mais surtout, le deuxième match en tout cas, on a eu vraiment du plaisir par rapport à... Parce que l'entraîneur même n'était pas là. Voilà, donc c'est l'adjoint qui a essayé lui aussi, il a essayé de mettre sa place par rapport aux joueurs qu'il a mis. En tout cas, c'était vraiment un bon choix. Et puis, on est vraiment content de ce qu'ils ont fait. Et puis, le groupe, en tout cas, c'est un bon groupe. C'est un bon groupe, comme tout le monde le dit actuellement. Parce que, on a beaucoup de nouveaux jeunes qui sont là, les Tango Ouattara, les Hassan Bandé. Je pense que si aujourd'hui, on réussit à travailler pour qu'on ait un groupe soudé, je pense qu'il n'y a pas une équipe en Afrique que les Burkinabés auront peur. Il faut d'abord travailler pour que l'équipe soit soudée, pour qu'on puisse aller de l'avant. À mon humble avis, je pense que c'est un groupe de jeunes qui savent déjà ce qu'ils veulent et ce que la nation attend d'eux. Et je pense que c'est un groupe qui a beaucoup de choses à dire au côté africain, dans les compétitions africaines. Et je pense que la CAN 2023, on a un très bon groupe qui peut aller titiller les grands. Voilà, les supporters qui se mettent déjà à rêver de la CAN 2023. Le dernier intervenant parle d'aller titiller les grands. Certainement que dans son entendement, ce n'est pas seulement d'atteindre les 8e ou les quarts, n'est-ce pas, Ibé? Oui, et surtout qu'au niveau de la fédération, on leur a mis l'eau à la bouche qu'il faut aller chercher la coupe. Oui. Le président Lazare Bansé l'a officiellement dit durant la CAN au Cameroun. La prochaine étape, c'est le trophée. On a joué la demi-finale, on a joué la finale, on a été 2e, on a été 3e, on a été 4e. Ce qui nous reste à la coupe. Et il faut donc. On a même été dernier aussi. Donc on a été dernier. Donc il n'y a pas de raison de ne pas s'allier derrière la volonté de la fédération qui imprime donc la politique de développement du football et la vision. Tout ça pour dire qu'effectivement, quand on regarde le groupe, c'est des garçons qui vont grandir dans 1 an, peut-être 2 ans encore. Mais quand vous regardez la mayonnaise en train de prendre et avec le tandem Firmé-Velude, j'ose croire qu'effectivement, ce qui nous manquait, on va pouvoir rééditer l'exploit qu'on a fait, mais également ce qui nous manquait, on va le corriger. Et puis surtout avec ces jeunes qui arrivent là, quand je regarde Hussein Bouda, j'ai l'impression que ça va, comment on appelle ça, son talent va s'exploser à un moment donné. Et quand vous regardez déjà ce que Dango Ouattara fait avec cette sélection et quand on sait aussi qu'il va jouer la saison prochaine avec Lorient, je regarde de l'autre côté aussi Cédric Badolo, donc qui brille de mille feux avec Chérif Tiraspol qui a battu le Real de Madrid à un moment donné. Donc, et tout ça mis ensemble, je pense que c'est des garçons à un moment donné qui n'auront peur de rien et qui seront effectivement capables, comme Balaké l'a dit, d'aller titiller donc les grandes nations. Et surtout, il faut qu'on arrive à former, à rester soudés et à définir donc un objectif commun pour aller chercher donc ces objectifs. Voilà, il faut préciser qu'à la suite donc des étalons seniors, c'est les cadets qui seront bientôt donc en lice. Les cadets, je parle des U17 de... Excusez, j'ai un gros chat, un très gros chat dans la gauche des cadets, des U17 de Brahima Traoré qui sont actuellement à Cape Coast au Ghana. Et depuis un bout de temps, on tente de joindre Adama Salameri, l'envoyé spécial du Citoyen Sport donc, au Ghana. Mais on me fait savoir que la liaison téléphonique est donc défaillante en ce moment. On espère donc tout à l'heure avoir Adama Salameri. Les U17 burkinabés, on va dire, qui ont apporté beaucoup de satisfaction au Burkina. Ils ont joué donc des finales, ils sont allés au mondial, mais depuis le titre en 2011, le Burkina n'a plus pris part à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette année est-elle la bonne, Isaka? Oui, quand même, ça a mis quand même du temps. 2011, 2022, ça va faire bientôt 11 ans. 12 ans. 12 ans. Ouais. 12 ans. Je compte bien. 12 ans pratiquement que
nous n'avons pas goûté aux délices d'une compétition africaine. Je pense qu'il est temps de renouer. Il faut renouer très rapidement avec son passé glorieux. C'est important au football, c'est-à-dire que le passage à vide aura trop duré. 12 ans, c'est assez. Et peut-être qu'on peut se poser des questions. Est-ce que nous avons, à un moment donné, dormi un peu sous nos lauriers, ou bien est-ce que nous avons fait des choix qui n'ont pas été les meilleurs, qui puissent nous permettre de nous maintenir? Parce qu'une chose n'est pas de tomber, mais c'est de pouvoir se relever rapidement. Mais là, on a un peu traîné. Et peut-être que l'aventure de Cape Coast va rouvrir une nouvelle page pour cette catégorie de U17. Et il semble qu'il y a de la bonne graine, il y a un travail qui est en train d'être fait. Je pense qu'il faut rapidement, c'est le souhait, et réapprendre à renaître dans ce milieu des U17. Et je pense que c'est une possibilité. Alors pour se qualifier pour la CAN, il faudra seulement atteindre la finale de ce tournoi de Cape Coast, une compétition où on retrouvera des équipes comme le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Ça va chauffer, n'est-ce pas, Ibrahim Dianda? Ça va chauffer quand on se rappelle encore de l'expédition des juniors il y a quelques semaines déjà au Niger, où on voyait qu'il y avait quand même de la matière. On était presque au bout donc de l'objectif final. Malheureusement, on tombe juste aux portes donc de cette qualification-là. Mais avec les U17, c'est encore différent. Avec les U17, c'est un grand inconnu. Parce qu'on ne peut pas dire que voilà, c'est les noms, le Ghana, où ils sont bien dans la formation, les Nigeria aussi, quoi. Mais à un certain moment, c'est pas comme au U17 où souvent la plupart des joueurs, c'est des joueurs peut-être qui jouent de façon dans les clubs, qui arrivent, c'est des enfants qui jouent toujours dans les centres de formation, à l'exception peut-être de quelques-uns qui ont la chance peut-être de jouer quelques bouts de match en série B ou autre. Donc là, on part donc dans un grand inconnu, c'est à chacun donc de s'armer et donc de mettre les enfants sur eux, d'espérer peut-être tomber sur des équipes également on pourra arriver à dompter. Sinon, tout le monde vient donc avec les mêmes armes, tout le monde vient avec les mêmes chances. On ne peut pas d'office se projeter, se dire, bon voilà, c'est le Nigeria, c'est le Ghana, c'est la Côte d'Ivoire, on baisse les bras. Non, c'est d'aller tenter d'avoir quelque chose. Mais il ne faut pas aussi oublier que l'objectif, ce sont des antichambres aussi, des sélections. Quoi qu'on dise, on part toujours, on apprend. Je me rappelle encore plus de cette CAN junior en Gambie où non seulement on n'a pas forcément fait une très bonne CAN, mais là on est sauté avec des grands joueurs qui sont montés. Il y en a même qui titillent déjà dans les portes de l'équipe nationale. Donc ça également c'est un double objectif. Donc, je parle de la CAN des juniors en Mauritanie. Oui, la CAN en Gambie c'était 2000. En Mauritanie plutôt, oui, désolé. En Gambie c'était 2005. En 2005 c'était 2005. Ça c'est depuis Mathusalem. Ça c'était avec la bande à Alain Traoré. Charles Kaboré, malheureusement, qui était Charles Kaboré qui avait été le 23e de la liste et qui était resté à Ouaga, parce qu'à l'époque, vous vous en souvenez, c'était à 22 les groupes. Charles, lui, il était resté à Ouaga, il n'avait pas pris part à la compétition. Alors, on parle de football de jeunes, on parle de U17, on va également parler de camp vacances, parce que c'est la période, les vacances sont dédiées à ce type d'activité. On va parler du camp vacances donc de Vision Club Football du Kadiogo, le VCFK. Voilà donc le VCFK qui informe donc les parents que le centre de formation organise du 20 juin au 15 août 2022 la 5e édition de son camp vacances football. Sont concernés par ce camp les enfants, garçons et filles dont l'âge est compris entre 6 et 16 ans. Les entraînements se tiendront lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 10h sur le terrain du VFCK. Voilà, en face du lycée Eureka à Karpala. Les frais de participation sont de 12 000 francs, donnant droit au maillot d'entraînement. Les inscriptions ont débuté et puis pour tout contact, il faudra faire le 70 08 16 11, le 55 99 50 donc 13. Voilà donc pour le VFCK. Il faut préciser que le VFCK c'est l'équipe championne en titre donc chez les U17 pour la saison 2021-2022, le championnat organisé par la fédération qui a consacré donc l'équipe de Karpala à l'issue de la saison VFCK. C'est VFCK, Vision Football Club du Kadiogo, et non VCFK comme je le disais tout à l'heure. Là, on sait que tu n'es malheureusement pas concerné par la tranche d'âge, mais c'est une activité quand même que tu comptes suivre de près, parce que Raimo également va lancer son camp vacances à Bobo. J'ai pu le lire, donc c'est sûr que c'est l'activité que tu vas suivre de près.
Oui, je vais suivre de près parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, évidemment que je ne suis pas dans la tranche d'âge. Tu n'es plus concerné par la tranche. Je suis plus concerné, mais je pourrais avoir aussi un fils qui peut être concerné. Donc, donc déjà, on n'est pas exclu, on est nécessairement concerné. Et tout ce qui parle de football, nous, on est très attentifs. Effectivement, c'est la période des camps vacances. J'ai vu également New Star, j'ai vu Raïmou, j'ai vu Salitas. Et pour faire le parallèle avec ce qu'il disait, par rapport aux petites compétitions de petites catégories, c'est effectivement c'est un grand inconnu. On part vers une grisaille et tout ce qu'on peut faire, on sait qui est établi, c'est qu'effectivement en termes de formation depuis quelques années, le Burkina Faso est en train donc de devenir donc un repère, de devenir présenter une autre face en termes de formation à travers donc c'est aussi à travers donc ces camps vacances organisés que vous présentez tout à l'heure, et ça fait que dans quelques années on pourrait se retrouver effectivement avec une équipe nationale avec une phase où pratiquement tous les joueurs seront formés à 100% donc au Burkina. Déjà quand vous regardez donc dans cette équipe, vous prenez donc les Hervé Kofi, les Edmond Tapsoba, les Nasser Diga, les Issoufou Dayo, Issa Kabouri, tous ces beaux mondes-là ont été formés donc au Burkina Faso ici. Donc c'est dans la même continuité, dans le même processus, et tout ce qu'on peut dire c'est de les encourager et d'applaudir donc de telles initiatives, parce que les grands noms du football vont sortir donc de ces initiatives-là. Issaka, bon, si IB lui il est out, c'est pas vous deux, hein? Oh oui, moi, je suis aussi concerné parce que effectivement j'ai un fils aussi qui a au moins 13 ans qui peut être concerné par, donc d'une manière ou d'une autre. En tant que parent, je suis aussi concerné par la compétition. Je suppose que le garçon est beaucoup plus fort que papa. Ouais, il a pris quand même le talent du père, donc je dis plus fort. Là, c'est grave. Je parle de plus fort. Moi, je parle de plus fort. Le père était très talentueux. Oui, je parle de plus fort que le père. Il est plus fort que le parent. Quand je le vois, je préfère ça, parce que s'il a plus le talent du papa, il est plus fort. Il est en dessus du parent. Je veux dire que... Non, je voulais juste ajouter que le talent du papa l'a amené comme chroniqueur à Sport 3. Oui, parce on n'aimerait pas que l'enfant se retrouve ici. Nous n'avons pas eu les opportunités peut-être que ces garçons ont eu, donc on a fait un revirement de 360 degrés pour nous retrouver sur les plateaux de télé. Voilà, mais pour revenir à ta question, effectivement, la formation, le football est devenu un instrument de communication. Voilà, c'est les vacances. Même quand vous allez au Brésil, dans les favelas, je ne vous apprends rien. Les grands joueurs. Moi, je n'ai jamais été dans une favela au Brésil. Les grands joueurs, beaucoup de grands joueurs, qu'on n'aura pas le nom. Voilà. Non, c'est pas dormitif. C'est pas dormitif, c'est beaucoup plus actif. Et beaucoup de joueurs sont issus de ces zones-là. Parce que vous imaginez, nous avons des quartiers périphériques à Ouaga où vous allez passer par moment, vous voyez des enfants qui titillent le ballon, mais qui n'ont pas souvent cette opportunité-là de faire éclater leur talent. Donc, les compétitions décentralisées à travers les différents quartiers, ça offre une palette énorme pour avoir une présence énorme de jeunes garçons. Et comme en France, on peut avoir à la longue, comme l'a dit IB, beaucoup de licenciés dans la petite catégorie, et ça va permettre de pouvoir puiser des meilleurs à l'intérieur. Je pense que c'est très bien. C'est très bien, voilà. On va dire un bon vent à ce camp organisé par le VFCK, je rappelle, club champion du Burkina dans la catégorie des U17. C'est donc sur cette information que prend fin cette émission. Oui, on se retrouvera lundi, on continuera à parler des étalons parce que lundi, on va revenir dans un format, on va dire, vidéo sur les notes des étalons avec des actions à l'appui, et on se retrouvera également avec des entretiens avec certains étalons, certains qui étaient à Johannesburg. On vous garde d'abord la surprise. Lundi, on va déballer, donc je dirais non pas dormitivement, mais on va déballer activement, et voilà, c'est juste pour vous dire que nous prenons congé de vos prochains rendez-vous, c'est pour lundi, mais avant ce lundi, restez fidèles au programme du groupe Watt FM 3 TV.